tous. Dans mon roman « La lampe cachée du Nil », nous découvrons des lieux où l'eau douce a toute son importance. Le fleuve Nil, les bassins, les canaux d'irrigation, les ruisseaux, la source, les puits, voire même le plus simple des filets d'eau stagnant dans un oued asséché. Ainsi que l'évocation des fêtes sacrées et populaires depuis l'Antiquité autour de l'eau. Je vous propose aujourd'hui une promenade rafraîchissante sur une île, celle de Roda, en compagnie de la Sainte Famille. Après avoir quitté Matarié, la Sainte Famille se dirige vers Babalium, la Babylone égyptienne qui deviendra le Vieux Caire. Nous sommes au début de la saison de Chémou, c'est-à-dire de la chaleur, annonçant les récoltes et les taxes. Le mois de Paconce est commencé, mois en relation avec la divinité Khonsou, une divinité lunaire qui écarte les esprits malins. Joseph date son écrit du jour 7 de Paconce, au début de notre ère. Plus tard, à l'époque chrétienne, le 7 Paconce deviendra le jour de la Sainte Athanase l'Apostolique, 20e patriarche d'Alexandrie. L'un des plus illustres pères de l'Église copte, qui écrira la vie du célèbre saint Antoine, fondateur du monachisme. C'est sans le vouloir que l'auteur de La lampe cachée du Nil a fait correspondre les dates. Comme quoi, l'inspiration est parfois due à des origines dirigées, sinon mystérieuses. Le campement de la Sainte Famille est installé sur l'île de Roda, faisant face à Babylone. Joseph reprend le calame pour nous décrire l'ambiance environnante, comme une pause en ce jardin paradisiaque où la vie d'antan semble désireuse à s'éterniser. Il nous décrit la vue panoramique qui s'offre à eux comme un témoignage d'une histoire qui ne veut pas finir. Aujourd'hui, on parlerait d'arrêt sur image, entre l'horizon de l'Ouest, chargé d'histoire antique, et celui de l'Est, où s'activent les constructions de la future capitale. Joseph savoure aussi les détails de la vie quotidienne du peuple égyptien qui, en ce temps de domination romaine, continuent leurs rituels habituels sans se préoccuper des envahisseurs, pour ne pas dire agitateurs. La vie semble s'écouler comme un long fleuve tranquille, ce qui est normal. Nous sommes sur le Nil, fleuve de la générosité qui donne vie, mais aussi qui procure des provisions, ainsi que l'eau dans les canaux, comme un don, au point que les hommes lui ont conféré le titre de Père des dieux et des hommes. Je vous invite à ouvrir le livre « La lampe cachée du Nil » à la page 369. Page 369. Babylone, le 7 Pacon. Nous voici arrivés en ce début de la saison de Chémou, sur l'île de Roda, l'île aux fleurs, comme la surnomment les gens. Il faut dire que l'endroit est une grande beauté. Un tapis floral, multicolore, nourri par le riche limon, recouvrant un sol où se dresse majestueux en son centre un tamaris centenaire, dont l'ombrage protège les promeneurs des ardeurs du soleil. Presque à ras du sol, de longues branches ont poussé pour chercher l'humidité, ce qui, au fil des années, a formé une sorte de banc de bois, très apprécié des enfants qui en profitent pour grimper sur l'arbre. Le bleu du Nil et du ciel se confond si bien qu'il faut parfois attendre le passage d'un bateau à la voilure blanche pour les distinguer. Même si le Nil est bas, heureusement le vent du nord veille sur la navigation des petites barques de pêcheurs qui ont tendu leurs filets. Il y a toujours de l'activité sur le fleuve.
Sur de frêles embarcations serrées les unes contre les autres, on entend chanter les femmes qui se rendent au temple païen, plus au sud, à Memphis, qui fut longtemps la ville principale du pays. Elles ne peuvent y voyager à dos d'âne, car cela ne se pratique pas en cette saison. Il y a là-bas un sanctuaire à la divinité Khonsu, un enfant portant une tresse de cheveux sur le côté droit de la tête. On lui donne pour parents d'autres divinités, qui changent de nom selon la région. Mais ici, ce sont Sokar et Hathor, une triade vénérée très ancienne. Le fils, Khonsu, influence l'agriculture, car il est en rapport avec la lune dont le quartier serait sa faucille. Les femmes l'aiment beaucoup, car c'est un guérisseur qui éloigne les esprits malins. Lorsque la lune est pleine, les jeunes femmes qui veulent être enceintes vont implorer le dieu qui sait rendre ronde. C'est pour cela qu'elles sont si joyeuses dans ces embarcations qui les mènent vers l'espoir de l'enfantement. L'air est rempli des effluves tardives, des roses veloutées, alors que le soir, ce sont les jasmins qui viennent nous enivrer de leur parfum. Des jujubiers donnent en ce mois leur pleine maturité. Les nabasses, leurs beaux fruits rouges foncés, se distinguent à travers le feuillage d'un vert brillant, des bosquets éparpillés sur l'île où un homme avisé a déposé une ruche afin de récolter le liquide d'or et sucré que lui offre la nature. Une multitude d'oiseaux multicolores se posent sur l'île, faisant le bonheur de Jésus, qui semble comprendre leur langage. Il reste assis dans l'herbe pendant que les volatiles viennent picorer dans sa main ou frôler ses frêles épaules. Il rit autant que les autres gazouillent, voltigeant dans un ballet aérien, attirant les regards des passants souriant sans trop savoir pourquoi. Tout autour de l'île, ce sont des parcelles de champs produisant du blé et de l'orge, des lentilles, ainsi que de gros oignons rosâtres qui serviront à nourrir les quelques habitants des îlots à l'entrée de Memphis. Les ouettes, au plumage beige teinté de roux et de vert, en profitent pour s'installer et se restaurer. Plantées sur leurs longues pattes légèrement carnées, elles agitent leurs petites têtes jaunes dans des balancements hésitants, cherchant à fixer d'un œil caché, d'une belle tache brune, tout mouvement suspect d'une congénère plus avisée. C'est alors des cris perçants et de grands battements d'ailes viennent suspendre le calme de ce lieu enchanteur. Si derrière nous, à l'ouest, nous laissons le désert, avec ses majestueuses et aveuglantes pyramides suspendues dans l'espace, servant de point de repère à un vol de cailles en prise de folie, à la recherche de la manne qui les nourrira, devant nous s'ouvre un spectacle agréable. En effet, sur l'autre rive de la petite branche du Nil, un quai où accostent les embarcations civiles et militaires mène directement à la place d'un marché dominé par un haut bâtiment blanc avec ses toits arrondis servant à réceptionner le grain et à stocker les réserves d'huile dans des amphores portant la date de la récolte. Ces greniers sont gratifiés du nom légendaire de Joseph. Mais parlons-nous du même Joseph? C'est une question que nous nous posons avec Marie. Joseph, le héros de la Genèse, le petit berger perdu vendu par ses frères qui va devenir un fonctionnaire égyptien de grande qualité pour avoir évité la famine au peuple égyptien. Joseph, le visionnaire qui connaissait le secret des rêves. Une histoire qui se passe alors que le pays était l'un des plus puissants du Proche-Orient, magistralement administré par ceux qui appartenaient à la maison du roi. Nommé responsable de la moisson du pays et chef du transport par eau, une charge comme un titre de propriété qu'il remplira avec honneur dans cette sorte de fraternité spirituelle qui unissait alors le roi et ses serviteurs. Il est bien connu que Joseph avait sa villa dans le Goshen, où il eut le droit d'accueillir sa famille et de faire venir ceux qui restaient d'Israël. Une terre nouvelle, pleine d'espérance,
comme Canaan le fut avec Moïse. Mais là, c'était Pharaon qui avait lancé l'invitation. On peut imaginer qu'ici, ce lieu devait être habité par les fonctionnaires et quelques ouvriers s'occupant de décharger les barges ayant accosté sur les berges. Un va-et-vient de sacs de céréales ou de jarres d'huile, d'olive ou de vin remplissant les greniers de réserve alimentaire pour la grande ville de Memphis. S'il reste encore les greniers, les maisons ont été détruites pour servir à la construction de la forteresse romaine de Babalium, qui domine de ses 2 bastions une muraille de pierre sur laquelle s'agrippe une petite cité du nom de Fousta. C'est là que nous devons retrouver un cousin de Matane. Il vit de son commerce, comme la plupart des habitants juifs et des anciens quartiers de la ville, où s'entremêlent des ruelles étroites, avec des maisons aux toits plats. Une synagogue accueille les pèlerins. Matane nous a révélé qu'Élie y était apparu et que Moïse lui-même était venu prier en ce lieu béni. Des manuscrits, écrits de la main d'Esdras, descendant d'Aaron, y sont protégés. Comme nous avons hâte de lire ces textes formulés de la main de ce grand prêtre, passionné, enseignant la loi de Dieu à la foule d'exilés qu'il ramena à Jérusalem. Au-delà des constructions, s'étend le désert, grimpant sur une colline dénudée, où peinent à vivre quelques arbrisseaux d'épineux. Les Romains ont fait quelques installations pour alimenter en eau la forteresse et Fousta, qui finalement ne forme plus qu'une seule cité. Un petit aqueduc a été aménagé à partir d'un puits sur la berge du Nil. Une sakié, conduite par des bœufs, puise l'eau le jour pour la déverser dans des canalisations suspendues, bâties sur des piliers arqués, apportant l'eau jusqu'à un grand réservoir, une citerne, creusée à l'entrée de Babalium, qui devait être là bien avant les Romains. Nous ne pouvons l'apercevoir de l'île, mais il y a certainement une fontaine pour puiser l'eau à l'entrée de la petite ville. Nous le saurons demain. Nous partirons après le départ des soldats romains, vers un lieu mythique, une grotte, où ils vont exulter la divinité Mitra par des rites, changeant le sang d'un taureau en vin, et bien d'autres cultes initiatiques dont le mythe nous dépasse. Peut-être trouve-t-il là une raison d'espérance, les rendant invincibles. Alors me direz-vous, pourquoi l'île de Rhoda? Bonne question. On n'en parle jamais. Bien cette île, où se trouve-t-elle? Entre le monde des morts et le monde des vivants. Cette île, c'est un grand jardin sur lequel Jésus est venu s'amuser avec son cœur d'enfant. Il serait temps maintenant d'apprendre à mieux la connaître. Si l'île se présente comme un beau jardin apaisant, elle deviendra indispensable à la vie des Égyptiens en 715, lorsque Soleiman ordonnera la construction d'un îlomètre, auquel viendra s'adjoindre une mosquée, un palais et la nomination d'une administration spécialement conçue pour gérer l'île et la protéger. Une histoire passionnante que je vous raconterai lors d'une prochaine rencontre. Au revoir et à très bientôt.